Aujourd'hui, nous allons traiter cette question qui est de savoir comment on peut arriver à mesurer les très faibles déplacements d'un nanorésonateur mécanique dans la limite quantique. Donc, dans les deux premiers cours, on a vu que ces déplacements étaient très faibles, de l'ordre du femtomètre, et on peut se poser la question de savoir comment accéder à une telle résolution. Et donc, je vais passer cette séance à vous expliquer comment, en fait, on peut atteindre une telle précision, comment on peut arriver à mesurer ces objets macroscopiques, finalement, qui contiennent des milliards d'atomes, qui sont dans le régime quantique où il n'y a que quelques quanta de vibration et qui, paradoxalement, donc, malgré leur caractère macroscopique, sont finalement des vibrations de très très faible amplitude, puisque l'amplitude est de l'ordre du diamètre d'un noyau. Donc à 11 heures, après cette leçon, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Arcizek, qui a travaillé sur les résonateurs mécaniques lus optiquement et qui nous parlera de systèmes hybrides où on couple des centres NV à ces oscillateurs nanomécaniques. Alors, donc, cette leçon d'aujourd'hui va porter sur 3 points. Dans un premier temps, je vais rappeler ce qu'est la représentation des quadratures d'un oscillateur harmonique. C'est un mode de représentation commode pour discuter des amplitudes des signaux, à la fois des signaux mécaniques et des signaux électromagnétiques. Donc j'introduirai après cette idée d'expérience d'interférence pour mesurer la position de ces nanorésonateurs et j'introduirai donc ce concept d'imprécision. J'expliquerai comment finalement c'est le bruit de grenaille des photons que l'on peut voir aussi comme finalement le bruit de Johnson de la source radiofréquence dans le cas des systèmes électromécaniques, comment ce bruit finalement limite la précision de la mesure de position. Et dans une troisième partie, je parlerai donc d'expériences qui s'effectuent en continu, où on observe en continu le mouvement du résonateur et où il y aura rétroaction de la mesure sur l'état du résonateur. Alors, donc, en quelques minutes, je vais rappeler les notations que j'emploie pendant tout ce cours. Donc, nous avons deux types de résonateurs. Nous avons un résonateur mécanique, et je note grand X les déviations de la position de la masse par rapport à sa position d'équilibre. Mais nous avons aussi en même temps des résonateurs électromagnétiques qui peuvent être optiques, comme dans ce cas ici du résonateur Fabry-Perot, ou des résonateurs micro-ondes. Et exactement comme il y a une variable de déplacement mécanique grand X, on peut considérer que le champ électrique dans ces résonateurs constitue une variable de déplacement électromagnétique. Alors, l'oscillateur harmonique à cet hamiltonien quadratique, ici, j'utilise les opérateurs bosoniques B et B croix qui satisfont à ces règles de commutation bien connues. Et
Donc, dans le cas d'un résonateur mécanique, la fréquence de l'oscillateur est donnée par le rapport entre la raideur et la masse. L'opérateur de position s'écrit comme la somme de B et de B croix, multiplié par une quantité qui revient tout le temps, qui va revenir tout le temps dans ce cours, qui est l'amplitude des fluctuations de point zéro, ce XZPF, qui est essentiellement la racine de l'inverse de l'impédance du résonateur. L'impédance du résonateur, c'est la racine du produit de la raideur par la masse. Il y a une quantité similaire, il y a l'amplitude des fluctuations de point zéro en impulsion, qui est essentiellement l'inverse, à h bar sur 2 près, de l'amplitude des fluctuations de point zéro en position. Alors, donc, dans le reste de ce cours, je vais beaucoup utiliser ce qu'on appelle la représentation en quadrature de l'oscillateur harmonique, qui est en fait des opérateurs sans dimension qui sont le rapport entre les opérateurs de position ou d'impulsion divisés par l'amplitude des fluctuations de point zéro. Alors, je voudrais indiquer à ce stade qu'il y a beaucoup de définitions possibles. Couramment, vous trouverez dans la littérature 3 types de définitions pour ces opérateurs de quadrature sans dimension. Donc, c'est les coordonnées de l'oscillateur harmonique sans dimension. Ici, j'adopte la convention de Serge Haroche et Jean-Michel Raymond, où on met un facteur 2 au dénominateur. D'autres auteurs utilisent 1 ou racine de 2. Je préfère ce choix qui, vous allez voir, par la suite, entraîne un certain nombre de propriétés intéressantes. On peut voir ces opérateurs de quadrature comme la partie réelle ou la partie imaginaire des opérateurs A et A croix. Ça, c'est voilà comment je pense qu'on peut se le représenter. Pourquoi I et Q? Parce que, disons, dans le langage micro-ondes, cette composante de l'oscillateur est appelée la composante en phase, et ici c'est hors phase. Alors, exactement comme B et B croix ont un commutateur égal à 1, I et Q ont un commutateur qui est égal à I sur 2. Donc c'est comme, bien sûr, ces opérateurs étant sans dimension, le commutateur est lui-même sans dimension. Donc, dans cette représentation, la déviation, l'écart-type des valeurs de ces opérateurs est défini comme ceci, c'est la racine carrée de la variance. Et donc, la relation d'incertitude d'Heisenberg s'écrit de cette manière. Donc, le produit de l'écart-type sur la composante en phase fois l'écart-type sur la composante hors phase doit être nécessairement supérieur à 1 quart. Vous voyez, le facteur 2 ici se traduit par en fait 1 quart plutôt que 1,5 h bar sur 2 pour x et p. Et cette propriété ici va être utile par la suite. Alors, elle est utile en particulier lorsqu'on s'intéresse à ce qu'on appelle les états cohérents. Alors, les états cohérents sont des états propres de l'opérateur d'annihilation. Et là, donc, comme j'ai
je parle d'opérateurs B et B croix, je note l'état cohérent bêta. Pour les états, pour les opérateurs A et A croix, ça sera plutôt alpha. Mais ces états cohérents jouent un rôle très particulier parce que c'est des états qu'on prépare facilement pour l'oscillateur harmonique. C'est les états naturels du système, ceux qu'on obtient finalement en irradiant, par exemple, un circuit oscillant ou un résonateur optique par une source comme un laser ou un générateur micro-ondes. Donc ces états cohérents n'ont pas un nombre de photons bien déterminé. En fait, ce sont des superpositions de tous les états de photons. Leur propriété très intéressante, c'est qu'au cours du temps, ils évoluent par un simple facteur de phase, ici, qui est E puissance IMT. Donc c'est une évolution extrêmement simple. Alors bêta est en général un nombre complexe. La propriété des états cohérents, c'est qu'en fait, bien qu'ils soient des superpositions de tous les états d'un nombre de photons bien déterminé, tous les états de Fock, en fait, la probabilité se concentre autour d'un nombre de photons moyens, que j'appelle ici n bar, et l'écart type des fluctuations du nombre de photons pour ces états cohérents est en racine de n bar. Donc c'est une distribution poissonienne des nombres de photons. Alors, pour faire apparaître l'amplitude et la phase de bêta, on le note de cette façon. C'est donc le module de bêta, ça va être racine de n bar, puisque d'après cette propriété. Et puis on rajoute ce facteur de phase E puissance iθ. Bon, je pense que tout ça c'est bien connu de la plupart d'entre vous. J'indique ça pour mémoire. Un type de diagramme qui revient sans arrêt dans la discussion de la mesure d'un oscillateur harmonique, c'est, disons, ce diagramme appelé sucette de Fresnel, où cet état bêta est représenté non seulement par un vecteur qui joint l'origine ici à ce point ici de coordonnées bêta, mais on entoure ce point d'une tâche d'incertitude dont le diamètre est pris comme 2 fois les écarts types à la fois en I et en Q. Voilà, donc la convention est la suivante. La projection suivant l'axe horizontal de cette sucette de Fresnel nous donne la valeur moyenne de cet opérateur IM, et donc la composante en Y nous donne la valeur QM. Si on faisait une mesure... Oui. L'exponentielle, ce n'est pas à l'intérieur du ket, non? Pardon? Dans l'expression tout à haut, métallique. Ici, là? Oui. Oui. Merci. Oui. C'est effectivement une erreur. Oui. Oui. Merci, oui, Cristiano. Oui, c'est en fait ce facteur ici doit être à l'intérieur du ket. Donc, si on fait une mesure de la composante IM de cet état cohérent, on trouvera une distribution gaussienne. Et même chose pour la composante en Q. Et pour ces états cohérents, ont la propriété qu'ils sont minimaux, c'est-à-dire que les écarts types, disons, satisfont
la relation d'incertitude d'Heisenberg, mais en finiment de façon minimale. Le produit de ces écart-types est donc exactement égal à 1/4. Enfin, et ça rejoint donc cette erreur-là que j'ai faite, donc au cours du temps, ces états cohérents évoluent exactement comme le vecteur de Fresnel classique, c'est-à-dire que cette tâche ici se déplace en décrivant un cercle. La phase de ce nombre complexe ici évolue donc proportionnellement au temps. Donc voilà. Et n'hésitez pas à m'interrompre comme Cristiano. Enfin, dernière chose, le vide correspondant à 0 photon ou phonon dans l'oscillateur est à la fois un état de Fock avec n égale 0, mais c'est aussi un état cohérent avec bêta égale 0. Donc c'est tout simplement le cas où la tâche d'incertitude est centrée ici à l'origine dans ce plan des quadratures. Et dernière remarque que j'avais déjà faite dans les leçons précédentes, c'est que les états cohérents peuvent être vus comme une version translatée du vide. C'est-à-dire que en fait, ils sont formés d'un état du vide qui est translaté dans le plan des quadratures. Et tout ce qui est remarquable pour l'oscillateur harmonique, et qui n'est pas vrai pour tout autre système, c'est que si on soumet l'oscillateur harmonique à une force dépendant du temps, eh bien, on effectue cette translation. Toute force dépendante du temps ne va résulter que dans une translation. C'est pour ça que ces états cohérents jouent un rôle particulier, c'est que lorsque vous appliquez une force dépendante du temps à un oscillateur, bien vous ne faites que translater le fondamental. Très bien. Donc ça, c'est juste un rappel des notations. Maintenant, une autre idée que nous avons besoin d'introduire, c'est l'idée de paquet d'ondes. Un oscillateur n'est pas forcément un oscillateur qui est une onde stationnaire, ce n'est pas forcément un système mécanique lié. Ou un système mécanique ou électromagnétique lié, ça peut être aussi un signal qui se propage le long d'une ligne de transmission ou finalement un signal lumineux, une impulsion lumineuse. Donc un paquet d'ondes qui a une enveloppe dont la longueur est très grande par rapport à la période, peut être vu comme un oscillateur harmonique. Et on parle là d'oscillateur harmonique volant. Le paquet d'ondes, en se déplaçant au cours du temps, disons, a une dynamique qui est semblable à celle d'un oscillateur harmonique. On peut écrire donc le signal correspondant à ce paquet d'ondes à partir des quadratures que j'ai introduites précédemment. Et ces deux quadratures, finalement, vont définir l'amplitude réduite du signal. Cette notion revient sans arrêt. On parle pour ce paquet d'ondes ici d'un mode temporel, qui est en quelque sorte l'équivalent d'un mode spatial. Donc vous savez que lorsque l'on envoie un signal,
il peut emprunter, dans le cas, disons, d'un signal radiofréquence, plusieurs câbles possibles. Optiquement, on peut avoir plusieurs faisceaux possibles. Les faisceaux sont, sont indexés par le vecteur K, le K transverse, le vecteur d'onde transverse, la composante transverse du vecteur d'onde, et aussi le point d'origine du faisceau. Il y a toujours une certaine incertitude, une certaine dispersion, à la fois pour le centre du mode en position et en vecteur d'onde, ou ici, dans le cas du mode temporel, une dispersion autour de la fréquence centrale et une dispersion autour disons, du centre de gravité du paquet d'ondes. Un mode temporel est caractérisé par le fait que l'étendue en fréquence du mode ici est l'inverse de la durée en temps du paquet d'ondes. C'est donc le pas des modes temporels dans l'espace temps-fréquence, c'est 2π multiplié par l'inverse de la durée du paquet d'ondes. Nous allons utiliser cette idée de paquet d'ondes au début pour, disons, développer ces idées de précision de la mesure. Et puis, nous passerons par la suite à une mesure continue. Une mesure continue peut être vue comme, en quelque sorte, une succession de paquets d'ondes où plusieurs briques ici vont se succéder dans le temps. Alors, il y a plusieurs versions de la mesure du résonateur mécanique, une version électromécanique et une version optique, optomécanique. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'optique, mais j'ai choisi cette deuxième implémentation parce qu'elle est plus simple pour vous parler de la détection homodine. Alors la détection homodine, elle s'effectue de la façon suivante. On a un signal ici, donc, qui est un paquet d'ondes, et on va vouloir déterminer son amplitude et sa phase. Et on va faire battre ce signal avec un signal de référence qui est fourni par un oscillateur local. Alors vous voyez que le signal que l'on cherche à mesurer et l'oscillateur local ont cette même fréquence oméga c, qui est la fréquence centrale du paquet d'ondes. Puisque nous avons deux paquets d'ondes ici, avec de fréquences bien déterminées, nous pouvons parler de fonctions d'onde du paquet d'ondes, et ces fonctions d'onde sont celles d'état cohérent, que je note ici alpha S pour le signal et alpha LO pour l'oscillateur local. On fait arriver l'oscillateur local et le signal sur cette lame séparatrice. Donc les deux signaux vont interférer et on va les envoyer vers un détecteur, un photodétecteur que l'on suppose idéal ici. Et donc on va compter les photons sur ces deux voies et on va les soustraire. La soustraction, le résultat de cette soustraction, ça va être le signal de sortie de la mesure homodine. Alors, pour calculer ce que l'on va avoir en sortie ici, on va utiliser la représentation suivante. Donc, il y a une matrice densité pour les signaux à l'entrée du dispositif ici, parce que j'écris cette matrice densité qui est
qui est formé à partir de ces deux états cohérents à l'entrée. Et je vais suivre non pas cette fonction d'onde alors qu'elle se propage le long du dispositif, mais je vais suivre les opérateurs de champ. On peut faire l'un ou l'autre pour calculer les valeurs moyennes des quantités que l'on mesure. On peut soit considérer que les opérateurs sont fixes et que c'est les fonctions d'onde qui évoluent au cours à l'intérieur du dispositif, ou considérer que c'est les opérateurs qui évoluent. Cette deuxième représentation, qui est la représentation d'Heisenberg, est plus commode parce qu'elle correspond beaucoup plus au calcul classique. Donc la façon dont ça marche, c'est que donc vous avez les amplitudes de champ ici, qui sont des opérateurs, contrairement au cas classique. Mais à part ça, les transformations de ces opérateurs, lorsque vous passez d'un composant à l'autre, finalement, sont très identiques, très semblables aux transformations que vous auriez pour des champs classiques. Donc, par exemple, ici, on a une lame qui va déphaser le faisceau de pi sur 2, et donc je multiplie cet opérateur ici par i. La lame séparatrice a un comportement très simple. Hein. Essentiellement, on va se retrouver sur ces deux faisceaux avec la somme hein, ici et la différence entre ces deux opérateurs. Le facteur i, ici, disons dans ce déphaseur à l'entrée, est là pour compenser le déphasage à l'intérieur de la lame séparatrice. Donc on se retrouve ici avec un faisceau somme et un faisceau différence. On va compter les photons dans ces deux faisceaux et finalement l'opérateur de sortie, ce qu'on mesure à la sortie de ce dispositif, c'est la différence entre les deux nombres de photons. Maintenant, si on veut connaître par exemple les valeurs moyennes de ces opérateurs, on utilise les règles habituelles quantiques. Donc, par exemple, le nombre moyen de photons ici va être donné par la trace de cette matrice densité fois l'opérateur dont on a l'expression ici. Et finalement, à la fin, on peut avoir par exemple la valeur moyenne de cet opérateur D. Et voici son expression. Elle est très remarquable puisque finalement, ce que la mesure homodine mesure, c'est la projection de ces deux états cohérents l'un sur l'autre. C'est ici le produit scalaire. Vous reconnaissez le produit scalaire de deux nombres complexes. Je vous ai montré comment les choses se passent dans le cas d'un signal cohérent à l'entrée, dans le cas de la mesure d'un signal cohérent. Si on avait un tout autre état pour le signal d'entrée, eh bien, cette idée de projection reste vraie. La sortie de la détection homodine, c'est à cette amplitude près de l'oscillateur local, ce sont les composantes I et Q du signal, mais projetées par rapport à une direction déterminée par la phase de l'oscillateur local. On peut dire que cette combinaison ici est une quadrature généralisée de l'état que l'on cherche à mesurer. Donc, on peut maintenant, jusqu'à présent, je vous ai parlé de la valeur moyenne de l'opérateur D. Ce qui va jouer un rôle très important par la suite, c'est les fluctuations dans cette mesure homodine.
elle ne va pas être... cette mesure va se faire... va donner des résultats fluctuants, puisque, en fait, par exemple, dans le cas d'états cohérents à la fois sur ces deux faisceaux, eh bien, les deux faisceaux qui repartent sont des états cohérents, donc ils n'ont pas un nombre de photons bien déterminé. Et donc, cet opérateur ici de nombre de photons va fluctuer, donc la différence aussi. Et donc, le résultat de cette mesure homodine est fluctuant, et on va, disons là, calculer ces fluctuations. Alors, pour calculer ces fluctuations, on va le faire, par exemple, on va supposer qu'on peut traiter, c'est tout à fait légitime, puisque l'oscillateur local est un état cohérent qui contient un très grand nombre de photons. On va développer cet opérateur de champ pour l'état cohérent autour de sa valeur moyenne. La valeur moyenne de A, je vous le rappelle, donc c'est ce nombre alpha qui détermine l'état cohérent. Et les fluctuations autour, disons, de cette valeur moyenne sont notées delta A LO. Et j'utilise ici cette décomposition pour calculer la différence N1 moins N2. Ce qui est remarquable dans cette différence, c'est qu'un certain nombre de termes s'éliminent. En fait, cette élimination est très importante parce que les fluctuations sont corrélées. Les fluctuations, le nombre de photons détectés sur la voie 1 et 2 sont corrélés, et la mesure, disons, homodine est plus précise que ne laisserait supposer les fluctuations sur chacun des détecteurs. Dans cette valeur moyenne, on trouve deux termes, deux types de termes. On trouve des termes dont les fluctuations sont d'ordre n à la puissance 1,5, où n est le nombre de photons dans l'oscillateur local. Et ici, un autre terme qui contient donc le produit des fluctuations de l'oscillateur local par les fluctuations du signal. Et ça, ces fluctuations ici sont de l'ordre de l'unité, et donc on les élimine lorsque l'oscillateur local est intense. Et finalement, on arrive à ce résultat tout à fait remarquable. Donc, dans la limite où on a un très grand nombre de photons dans l'oscillateur local, on peut dire essentiellement que le résultat de la mesure homodine, cet opérateur D, c'est à ce facteur de près ici, c'est une quadrature de l'oscillateur que l'on cherche à mesurer. Donc, cette mesure est très importante puisque finalement, elle correspond à la mesure de la position en unité réduite de l'oscillateur correspondant au signal. Donc, cette formule ici nous permet de comprendre les fluctuations dans le résultat de la mesure. Donc, lorsqu'on répète, on va répéter cette mesure un très grand nombre de fois, toujours avec la même impulsion. On suppose qu'on effectue, qu'on prépare l'état du signal de la même façon, identique à chaque fois. On lance l'expérience toujours avec la même impulsion dans l'oscillateur local. Eh bien, les résultats de toutes les mesures vont correspondre vont donner cette distribution de probabilité qui est centrée sur la valeur moyenne de cette quadrature généralisée, ici que j'appelle petit x. J'ai réservé I et Q pour les quadratures particulières, en phase et hors phase, mais lorsqu'on fait varier la phase de l'oscillateur local, on va pouvoir mesurer n'importe quelle quadrature généralisée. Donc, cette distribution de probabilité est donc centrée sur cette
valeur moyenne de la quadrature généralisée et la largeur de cette distribution de probabilité sera donnée par l'écart type sur cette quadrature qui, dans le cas d'un état cohérent, va être en fait cette largeur ici va être exactement l'unité. Donc, l'avantage de la discussion de tout ça de ces quadratures, c'est que les distributions de probabilité, dans le cas des états cohérents, ont une largeur unité. Oui? Je ne comprends pas pourquoi les fluctuations de gauche sont de l'ordre de racine sont plus importantes que celles de droite. Ah, alors, c'est en fait ce terme ici est d'ordre racine de n, où n est le nombre de photons dans l'impulsion de l'oscillateur local, alors que ces fluctuations sont de l'ordre, en quelque sorte, sont d'un ordre plus faible, enfin, sont de l'ordre de l'unité, on peut dire. Voilà, c'est ce qu'on retrouve ici, par exemple, ici pour l'oscillateur correspondant au signal. On va avoir ici une amplitude pour la valeur moyenne qui va être en racine de petit n, où petit n va être le nombre de photons dans le signal, pas dans l'oscillateur local. La largeur de la distribution, elle est exactement 1 dans le cas d'un état gaussien. Voilà. Donc la mesure homodine, donc elle réalise une espèce d'opération de projection. On peut représenter l'état du signal par une distribution dans le plan des quadratures. Disons, l'outil précis pour cette distribution, c'est en fait la distribution de Wigner, mais si l'état est semi-classique, si c'est un état gaussien, on peut voir cette distribution sera une distribution qui serait tout à fait analogue ou une probabilité de trouver l'état du système dans ce plan. Et la mesure homodine, finalement, écrase cette densité de probabilité du signal et nous donne une densité de probabilité sur cet axe ici, qui est choisi, dont l'angle avec la quadrature en phase est choisi par la phase de l'oscillateur local. C'est ça le principe de la mesure homodine. La mesure homodine a son... ah oui, donc voilà, là j'introduis de façon un peu plus précise cet opérateur de quadrature généralisée que je note petit x. Et pour les différencier de grand X, qui est vraiment la position du système indépendamment de la mesure. Dans la suite de la leçon, petit x désignera toujours finalement ce qui est mesuré par la détection homodine. Je réserve donc la petite lettre x pour noter ce qui est mesuré et pour distinguer ce qui est mesuré de la grandeur réelle du système. Oui? Pour revenir à ma question, en fait, il y a les fluctuations de l'oscillateur local et il y a les fluctuations de l'oscillateur qu'on mesure. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas Oui, oui. Donc, ce qui est remarquable dans la mesure homodine, évidemment, à condition, bien sûr, qu'on s'affranchisse d'un certain nombre, qu'on puisse négliger. Si les détecteurs, ce comptage de photons se fait avec une efficacité proche de 1, eh bien, on peut négliger essentiellement
ces fluctuations de l'oscillateur local peuvent être négligées parce que relativement, elles sont petites. Une façon de voir la chose, c'est qu'un état cohérent, eh bien, son amplitude, on peut revenir, disons, il faut revenir à cette image de la sucette de Fresnel. Donc, la sucette de Fresnel a une amplitude, disons, le bâton de la sucette et varie comme la racine carrée du nombre de photons, hein, alors que son diamètre est toujours 1. Donc, lorsqu'on augmente le nombre de photons, finalement, les fluctuations de l'état sont de plus en plus négligeables. Ça, c'est quelque chose de tout à fait crucial. Donc, l'oscillateur local étant beaucoup plus fort que le signal, ces fluctuations, à lui, sont en fait négligeables. Les fluctuations de la mesure vont être dominées par les fluctuations qui sont contenues dans l'état du signal et non pas dans l'état de l'oscillateur local. C'est une propriété absolument cruciale. Et bien sûr, tout ceci, tous ces raisonnements supposent que le photodétecteur a une efficacité proche de 1. Voilà. Donc, c'est très important de faire le point à ce niveau-là. La mesure homodine, c'est essentiellement, on réalise concrètement une mesure de position pour l'oscillateur. Hein. C'est comme si vous mesuriez la position de l'oscillateur. Donc les fluctuations que vous allez voir, ce sont les fluctuations de position de l'oscillateur. Et ceci est vrai dans la mesure où on peut négliger les fluctuations de l'oscillateur local lui-même, qui en fait vont convoluer cette distribution par une autre gaussienne qui est donnée, qui traduirait les fluctuations de l'oscillateur. Mais en première approximation, cette façon de voir les choses est la bonne. La détection homodine est une mesure de position et ces fluctuations sont dominées par les fluctuations de l'oscillateur que l'on mesure. Oui ? Est-ce qu'il y a un lien avec les boucles à verrouillage de phase qui sont très utilisées ou pas? Ça me fait penser à ça. Ah oui. Alors ça, c'est... en fait, je vais répondre à cette question dans la prochaine leçon. Hein. Donc, effectivement, pour l'instant, on ne va pas considérer... pour l'instant, on ne considère pas de boucle. On va considérer uniquement que l'oscillateur local envoie son signal, mais qu'on n'asservit pas, on ne fait pas de boucle de verrouillage de phase. Mais la question est tout à fait... importante. Donc pour l'instant, c'est le schéma le plus simple. On suppose que la phase de l'oscillateur local est définie une bonne fois pour toutes. Voilà. Donc, alors, j'arrive maintenant on va pouvoir se servir de cette détection homodine pour mesurer la position du résonateur. Alors, on dispose d'une source lumineuse, par exemple un laser. On prend ce faisceau, on le divise en deux bras, un bras qui va constituer l'oscillateur de référence, et puis un bras plus faible, beaucoup plus faible, qui va servir à effectuer la mesure. Ça va être le signal qui va voyager le long de ce bras qui va effectuer la mesure de position de l'oscillateur. Alors là, j'ai simplifié beaucoup les choses. Je demande aux opticiens dans la salle de me pardonner. Ici, bien sûr, pour séparer le faisceau direct et le faisceau réfléchi, il faut plus qu'un
une simple lame séparatrice. Enfin, j'ai mis 2 traits ici pour montrer que le système est plus compliqué. On utilise en fait le caractère, disons, de sélection de polarisation et en mettant des lames quart d'onde, on peut arriver à séparer le faisceau qui va vers le miroir et le faisceau réfléchi. On va supposer dans cette analyse ici que l'impulsion de mesure s'effectue dans un temps beaucoup plus court que la période de l'oscillateur harmonique, c'est-à-dire qu'on va faire une mesure de la position instantanée. On simplifie pour l'instant. Alors, bien sûr, cette période ici, cette durée de l'impulsion est bien plus grande que la période elle-même de la fréquence de mesure, mais cette condition est tout à fait possible puisque la fréquence utilisée pour la mesure est très très élevée par rapport à la fréquence de l'oscillateur. Ceci est vrai dans le cas optique, bien sûr, mais aussi dans le cas micro-ondes. Donc ici, que va-t-il se passer? Bien, la phase après réflexion, ici, va en fait porter l'information de position, puisque lorsque la position du résonateur mécanique va varier, eh bien, la longueur du faisceau change et le déphasage va encoder la position. Ici, je fais une hypothèse qui est toujours très réaliste, c'est que finalement, les variations de position du résonateur sont très petites par rapport à la longueur d'onde ici. Donc cet angle ici en fait cet angle de phase ici est toujours très petit devant un radian. Oui. Je me demandais, est-ce qu'il y a un problème avec les équipes en relation à ça? Celui d'Alexander, en fait, on mesure la position de l'oscillateur avec une certaine précision. Est-ce que ça influe sur sa vitesse, par exemple? Ah oui. Alors, donc là, on suppose que cette impulsion, bien que longue par rapport à la période électromagnétique, est quand même courte par rapport à la période mécanique. Donc on fait un instantané, on va prendre un cliché en quelque sorte de l'oscillateur, on va mesurer sa position et on ne va pas discuter, on ne va pas pour l'instant s'intéresser à ce qui va arriver par la suite. Et effectivement, si on mesure cette position de manière trop précise par rapport aux fluctuations de point zéro, et c'est notre but ultime, eh bien, il y aura une rétroaction quantique. Effectivement, on va changer l'état de l'oscillateur, et donc, la prochaine fois qu'on mesurera, on trouvera une position qui ne sera pas celle que l'on attend, puisque cette première mesure aura perturbé le système. Mais pour l'instant, je ne vais pas du tout aborder cette question. Je me pose uniquement la question de savoir est-ce que ce dispositif va me permettre d'atteindre des résolutions de l'ordre du femtomètre que je réclame. Voilà, ça c'est la première question à laquelle je voudrais répondre. On verra par la suite ce qui se passe effectivement quand on fait une série de mesures. C'est par exemple, cette question arrive quand la mesure devient continue. Lorsqu'au lieu d'une impulsion de courte durée, eh bien, on effectue un contrôle en continu, une observation en continu de cette position en envoyant finalement un signal continu. Ce signal continu, d'ailleurs, donc je le répète encore, peut être vu toujours comme une succession d'impulsions. Donc en fait,
cette question de la rétroaction de la mesure, sur le système peut être vue comme le problème, bon, plutôt que de faire une seule mesure, j'en fais plusieurs successivement, et je m'intéresse à l'influence de la première mesure sur les suivantes. Donc là, j'insiste bien, pour simplifier, je ne parle que d'une mesure. Alors, ce qui est important ici, c'est de voir qu'on va choisir, disons, les déphasages dans ce système de façon à mesurer finalement, de faire en sorte que l'information que l'on cherche, c'est-à-dire la position de l'oscillateur mécanique ici, se retrouve sur la composante en phase du signal. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte pour que lorsque l'oscillateur est à l'équilibre, lorsque ce petit delta x est égal à 0, eh bien, la composante suivant IS ici, je m'excuse, il devrait y avoir IS ici, eh bien, la composante est 0. Et lorsque l'oscillateur bouge ici, eh bien, il va faire varier l'angle, la phase de l'état cohérent du signal ici. C'est-à-dire que, en fait, lorsque l'oscillateur bouge, cet angle ici varie, et donc la sucette de Fresnel va s'éloigner de part et d'autre de la direction verticale. En pratique, les angles ici sont très faibles, sont très, très inférieurs au degré, par exemple. Donc, dans ces conditions, eh bien, le signal de Homodine, que l'on mesure ici, va avoir essentiellement, il va mesurer deux choses. Les fluctuations ici du signal, les fluctuations en phase, de la composante en phase du signal de mesure, c'est cette partie ici, et la valeur moyenne est choisie égale à 0. Et il va y avoir une autre partie qui porte l'information sur l'angle, ici, de cet état cohérent qui nous sert pour la mesure, et cet angle nous renseigne sur la composante en phase IM de l'oscillateur mécanique. Donc, ce dispositif permet, par ce dispositif d'interférence, permet de mesurer la composante IM de l'oscillateur mécanique. Donc, la difficulté dans ces analyses vient du fait que vous avez deux types d'oscillateurs. Vous avez l'oscillateur mécanique et l'oscillateur électromagnétique, ici, celui de l'impulsion de mesure. Alors, donc, les fluctuations de l'oscillateur électromagnétique nous donnent une distribution de probabilité pour notre mesure, et cette distribution de probabilité bouge à droite et à gauche suivant que l'oscillateur bouge. Donc, ce paquet va se déplacer, et le déplacement de cette probabilité ici nous renseigne sur l'amplitude de la composante ici en phase de l'oscillateur mécanique. J'ai choisi ce petit x ici pour être en quelque sorte, la normalisation est choisie pour justement qu'on puisse lire l'écart sans dimension de l'oscillateur mécanique par rapport à sa position d'équilibre. Alors, finalement, la question que j'ai posée au début, qui est est-ce qu'on peut arriver à résoudre ces très petits déplacements de l'oscillateur mécanique? Oui, je vous rappelle ici qu'il
les fluctuations de point zéro de l'oscillateur mécanique, qui ici, dans ces unités réduites, correspondent à quelques phonons seulement, correspondent en pratique à des femtomètres. Hein. Donc, en fait, la question que l'on cherche à résoudre maintenant, puisqu'on a calculé la largeur de la distribution du système électromagnétique, hein, qui est donné par ce facteur ici, qui est au dénominateur. Alors, on peut examiner ce facteur d'un peu plus près. Il fait intervenir le produit, ça c'est le nombre d'ondes électromagnétiques fois le déplacement de point zéro de l'oscillateur mécanique. Donc, on peut voir ceci comme le rapport entre le déplacement de point zéro et la longueur d'onde de la lumière, ici. Donc ce nombre a tendance à être très petit et donc favoriser l'élargissement de cette distribution. Le nombre total de photons qui sert pour la mesure, ce nombre grand N bar, lui, a tendance à rétrécir la distribution. Plus on va prendre de photons, plus on va être précis. Donc toute la question, finalement, la question de cette précision dans ces mesures de la position du résonateur mécanique, c'est comment obtenir un produit comme ceci aussi grand que possible. On voit qu'on part avec ici un handicap assez important, puisque ici la lumière a une fréquence, a une longueur d'onde de l'ordre du micron, et ici c'est le femtomètre. Vous avez donc un rapport ici, qui est, ce rapport ici, c'est 10 puissance moins 9. Donc, il y a il y a un handicap colossal à rattraper. Donc, en particulier, donc, vous voyez que il faut rattraper ce facteur ici qu'on appelle le paramètre de Lamb-Dicke, qui est donc ce rapport entre les fluctuations de point zéro et la longueur d'onde que j'indiquais précédemment. Alors, il va y avoir deux facteurs qu'on va utiliser pour rattraper ce colossal handicap. Pour l'instant, je n'ai pas utilisé un atout puissant qui était en réserve. Je faisais une mesure de position simplement en envoyant la lumière sur le miroir et finalement le déplacement du miroir me donnait un déphasage du faisceau, mais il n'y avait pas multipassage. En fait, on peut gagner beaucoup dans les faits en faisant passer le faisceau plusieurs fois sur le miroir. En d'autres termes, on peut accrocher le miroir peut être un des miroirs d'un résonateur Fabry-Perot. Et ça, c'est l'idée de la cavité. Donc, on va avoir un facteur multiplicatif très appréciable par cette stratégie. Un autre facteur qu'on va utiliser, c'est qu'en fait, on peut utiliser beaucoup de photons. Le faisceau peut contenir, lui-même peut avoir un flux important. Il y a bien sûr des limites à ce flux, puisqu'on ne veut pas non plus qu'il y ait trop de lumière parasite qui viennent chauffer l'oscillateur. Donc, on ne peut pas augmenter ce nombre de photons dans le faisceau, le flux dans le faisceau, de façon indéfinie. Mais on peut quand même, cette impulsion que j'ai présentée peut durer longtemps. On a quand même beaucoup de temps pour faire la mesure, puisque, en fait, non seulement la fréquence mécanique est beaucoup plus faible que la fréquence optique, mais en fait, le véritable temps qui compte là, dans la mesure du système mécanique, c'est le temps qui est déterminé par, en fait, le facteur de qualité. Plus le facteur de qualité est important pour le résonateur mécanique,
plus finalement son amplitude, l'amplitude de vibration va changer lentement au cours du temps. Et si on stroboscope le système convenablement, finalement, on va pouvoir répéter la mesure un très très grand nombre de fois et donc finalement avoir, disons, amener un très grand nombre de photons pour le système. Ça va être ça finalement les deux facteurs. Donc voilà le schéma finalement de la plupart des expériences. Donc on a une cavité électromagnétique qui est couplée à l'oscillateur mécanique. Donc on avait vu ce système maintenant dans les 2 dernières leçons. On dénote par kappa le temps de résidence des photons dans la cavité, et ce kappa ici va être très faible par rapport à la fréquence électromagnétique. On va supposer le facteur de qualité extrêmement bon. Et dans un premier temps, mon raisonnement ici va supposer que le temps d'acquisition, le temps de mesure, va être quand même très grand par rapport à l'inverse de kappa. C'est-à-dire qu'on va quand même sonder ce Fabry-Perot par un signal très monochromatique qui va être contenu dans la largeur en fréquence du Fabry-Perot. Donc là, l'angle que l'on va mesurer, finalement c'est un angle de déphasage à la réflexion sur le Fabry-Perot. Cet angle de déphasage, plutôt que d'évoluer linéairement avec la fréquence, dans le cas d'un simple passage sur le miroir attaché au résonateur mécanique, ce déphasage ici a une forme de marche avec, disons, une raideur des marches qui correspond à ce qu'on appelle la finesse de la cavité. Donc, qui est en fait, que l'on peut voir aussi comme le facteur de qualité du mode de fréquence le plus bas de la cavité. Vous voyez, si je déplace un petit peu le miroir, je vais changer la fréquence du mode fondamental, et toutes les autres fréquences, évidemment, par homothétie, se déplacent, et je peux avoir un effet assez important pour si le mode est un mode élevé dans la cavité. Une autre façon de voir la chose, c'est que j'ai multiplié la sensibilité de ce dispositif ici par rapport à un simple passage. J'ai multiplié la sensibilité du dispositif par rapport aux déviations en position par le facteur de finesse de la cavité. C'est-à-dire que l'on peut voir aussi comme le nombre de passages d'un photon, le nombre d'allers-retours d'un photon dans la cavité avant qu'il ne s'échappe du fait du coefficient de réflexion non égal à 1 du miroir. Et vous voyez donc, ça c'est le premier atout dans notre manche. Ce facteur de finesse, ou le facteur de qualité dans le cas des résonateurs électromagnétiques qui fonctionnent en général sur le mode ici le plus bas, c'est ces facteurs de qualité qui peuvent atteindre 10 000, voire 100 000, nous donnent déjà un facteur très intéressant pour accroître la sensibilité du dispositif. Alors j'ai mentionné plusieurs fois qu'il y avait un parallèle étroit entre la mesure homodine faite en optique et les mesures micro-ondes. En fait, ce parallèle est développé ici. Donc la mesure optique, c'est une mesure en quelque sorte d'interférence. On prend un laser qui est asservi en intensité et en fréquence, et finalement on le divise en 2 faisceaux, et ce dispositif d'interférence avec 2 détecteurs ici nous permettent de mesurer finalement le déphasage le long d'un des bras. C'est une mesure
en quelque sorte, qui effectue un minimum, qui rajoute un minimum de bruit au signal. L'analogue micro-ondes, c'est le suivant. En fait, dans le domaine micro-ondes, on peut disposer de plusieurs générateurs que l'on peut déphaser les uns par rapport aux autres de manière arbitraire. Ça n'a pas vraiment d'importance, puisque la cohérence de deux générateurs micro-ondes l'un par rapport à l'autre peut durer des dizaines de minutes. Donc la stabilité relative des sources micro-ondes est nettement supérieure à celle des lasers. Donc le signal qui nous sert pour la mesure peut provenir par exemple d'un premier générateur. Il va en quelque sorte rebondir là sur un oscillateur de type LC, qui est l'équivalent du Fabry-Perot. Mais exactement comme pour le Fabry-Perot, on peut définir ce facteur d'amortissement externe ici, kappa, qui va déterminer finalement le facteur de qualité du circuit LC. Donc le signal ici transmis va nous, exactement comme dans le cas optique, va porter une information de phase reliée à la position ici, non pas du miroir, mais de cette plaque du condensateur. Et ce signal, eh bien, la détection homodine dans le régime micro-ondes, c'est en fait une détection où on prend un mixeur et où on va mélanger le signal qui arrive avec un signal de référence. Toutefois, les mixeurs n'ont pas le rendement quantique des photodétecteurs est très, très bon. Il peut être très proche de l'unité. Un mixeur micro-ondes fait avec en général des diodes Schottky a toujours des pertes énormes. Son efficacité en fait est bien inférieure à 50%. Et donc en fait pour pallier à ce problème, il faut absolument amplifier le signal avant le mélange. Et donc c'est là où les amplificateurs Josephson limités quantiquement sont très utiles. En fait, ici j'ai représenté un amplificateur sensible à la phase qui utilise en fait la même référence que l'oscillateur local et qui va permettre d'amplifier le très faible signal qui provient de l'oscillateur micro-ondes ici, sans bruit du tout. Enfin, essentiellement, on va se retrouver ici dans un schéma tout à fait analogue à celui de la détection homodine. Je rappelle ici que dans un schéma où vous avez une chaîne où vous essayez donc de mélanger des signaux, eh bien, ici, vous mettez le mélangeur, le mixeur en premier, sans amplificateur, eh bien, vous payez le bruit en conversion. Le gain en conversion est toujours bien inférieur à l'unité et le mixeur rajoute du bruit. Donc il faut, avant le mélange, avoir un amplificateur. Et un amplificateur sans bruit, c'est possible si vous voulez par la suite n'effectuer la mesure que d'une quadrature du signal. Bien sûr, si vous vouliez mesurer simultanément les deux quadratures du signal, il vous faudrait employer un amplificateur qui préserverait la phase. Et ce type d'amplificateur, comme nous l'avons discuté l'année dernière, par exemple, va toujours ajouter un quantum de bruit. Donc on aura là une mesure imparfaite. Voilà, je vais terminer cette leçon très rapidement et je vais aborder maintenant la question, finalement, en terminant sur cette question de la précision, je vais répondre à cette question sur l'action en retour de la mesure sur le système.
Alors pour cela, j'ai besoin d'un certain nombre de définitions. Donc je vais introduire la transformée de Fourier du signal ici. Voilà le signal en transformée de Fourier. J'utilise, disons, dans toutes ces discussions sur la densité spectrale des fluctuations des oscillateurs, soit mécaniques, soit optiques, on utilise cette normalisation ici. La densité spectrale des fluctuations de X, on suppose ici que X est centré, donc si je pouvais regarder la position sur un oscilloscope, je verrais qu'elle évolue au cours du temps, mais elle évolue lentement. Hein, c'est le facteur d'amortissement de l'oscillateur mécanique ici qui régit l'évolution des fluctuations, à l'évolution temporelle. L'amplitude, elle est reliée, elle est proportionnelle à la racine du nombre de phonons dans le système. Donc, la densité spectrale, c'est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation, c'est bien connu. Une autre façon de voir la chose, ça c'est le théorème Wiener-Khinchin, c'est que si je regarde la corrélation entre deux composantes de Fourier du signal, eh bien, pour des fluctuations gaussiennes, eh bien, on aura cette corrélation ici sera une fonction delta et le coefficient devant la fonction delta, c'est la densité spectrale. Plutôt que cette densité spectrale dite du physicien ici, qui a des valeurs pour des fréquences positives et négatives, le fait que cette fonction ici, qui est une fonction de la fréquence, puisse prendre des valeurs pour des fréquences positives ou négatives et signalées par ces crochets droits ici, en général, ce n'est, disons, quand vous achetez un analyseur de spectre, vous ne pouvez pas mesurer cette fonction. On peut mesurer cette fonction, mais il faut un dispositif plus sophistiqué qu'un analyseur de spectre du commerce. L'analyseur de spectre du commerce, lui, vous donne la densité spectrale de l'ingénieur qui replie la partie à fréquence positive de cette densité spectrale avec la partie à fréquence négative. S'il y a une différence entre ces deux parties de la densité spectrale, vous ne la voyez pas avec l'analyseur de spectre ordinaire. Donc, je rappelle un peu disons, quelque chose qu'on avait vu dans les années précédentes. Pour un oscillateur harmonique qui est amorti, la densité spectrale des fluctuations ici comprend deux pics, un à une fréquence positive qui est la fréquence de l'oscillateur et un à fréquence négative. Ces deux pics ne sont pas miroirs l'un de l'autre parce que la surface sous chaque pic va être proportionnelle ici pour le pic à fréquence négative au nombre de phonons dans le système. Ici, c'est le nombre de phonons plus 1. Donc, lorsque vous êtes dans le régime quantique, eh bien, vous allez avoir ce pic à fréquence positive va être en fait plus intense que le pic à fréquence négative. Nous verrons la fois prochaine comment mesurer ce spectre. En fait, ce n'est pas possible par une détection homodine. La détection homodine va nous donner la densité spectrale de l'ingénieur. Donc, on ne va avoir accès qu'aux fréquences véritablement positives. Alors, je m'empresse de dire, nous verrons ça par la suite, que en fait, c'est la différence entre l'amplitude de ces deux pics qui constitue la preuve de quanticité du système. Lorsque le système entre dans le régime quantique,
vous allez voir une différence entre ces deux pics qui signalent finalement le caractère discret des phonons dans le système. Je termine là très rapidement. Donc, dans le cas de... On va maintenant considérer une mesure homodine continue. Et là, donc, plutôt qu'une impulsion unique avec un nombre de photons moyen, à la fois dans le signal et dans l'oscillateur local, on va plutôt paramétrer la mesure par le flux de photons. Et disons, la mesure de la composante en quadrature du système mécanique qui avait cette expression dans le cas de l'impulsion, maintenant se généralise à cette valeur ici qui dépend du temps. Et donc, dans cette mesure homodine, lorsqu'on va finalement mesurer la densité spectrale des fluctuations de la mesure homodine, eh bien, dans ces fluctuations, on va voir un pic, et le pic nous permet de mesurer la fréquence de l'oscillateur, et sa largeur nous permet de mesurer le facteur d'amortissement. Ce petit x, encore une fois, c'est la position apparente de l'oscillateur vue dans la mesure homodine. Et dans ces unités, d'ailleurs, la hauteur du pic va dans le régime quantique, où finalement on aura pu éliminer tous les phonons de l'oscillateur. Nous aurons en fait exactement 1 sur gamma pour la hauteur de ce pic. Ce pic mesure finalement l'écart-type. La hauteur de ce pic, c'est la mesure de l'écart-type des fluctuations de position du système. Elles sont concentrées ici, finalement, à la fréquence de mesure, à la fréquence de résonance de l'oscillateur mécanique. Et donc, vous voyez, pour en fait, en quelque sorte, la largeur de ce pic, c'est son inverse, la largeur en fréquence. Donc, on peut ici avoir, disons, quelques centaines de Hertz ou 1 kHz. On peut donc avoir des temps d'intégration absolument fabuleux pour la mesure de ce pic. Et donc, finalement, là, je réponds en fait à la question de la mesure de ces très faibles fluctuations. On peut accumuler ce signal pendant des temps suffisamment grands, donc envoyer suffisamment de photons dans le système pour résoudre la hauteur de ce pic. Alors, finalement, qu'est-ce qui va se passer en fait dans une mesure continue, homodine de la position? Eh bien, ce pic que j'avais dessiné précédemment ici, ça c'est le pic qui correspond à la densité spectrale des fluctuations de l'oscillateur. Et là, je vais répondre à votre question. Mais ça, c'est en supposant que la mesure est suffisamment précise pour qu'on ait pu supprimer complètement l'influence du bruit de grenaille des photons du système de mesure lui-même. Ici, on ne voit que les fluctuations de l'oscillateur mécanique. Et on suppose aussi, dans cette densité spectrale qui a cet exposant 0, que l'action en retour de la mesure sur le système est négligeable. En réalité, donc, on ne va pas mesurer ce pic, qui est le pic nu, en fait, les fluctuations intrinsèques de l'oscillateur. Ce pic va être recouvert de deux influences. D'abord, il y a l'imprécision de la mesure qui est due à ce bruit de grenaille, disons la convolution finalement de la mesure par le bruit de l'oscillateur optique qui a servi à le mesurer. Donc ça donne un fond
qui est ici plat, parce qu'on suppose que la largeur du résonateur optique est bien supérieure à la largeur du résonateur. Et puis, il va y avoir cette fameuse rétroaction. Le fait que l'on mesure l'oscillateur, si on cherche à résoudre sa position trop précisément, en fait, on augmente son impulsion, enfin les fluctuations de l'impulsion. En fait, la mesure commence à fournir de l'énergie au résonateur. Donc, quand la mesure chauffe le résonateur. Donc, on va avoir en fait un pic plus grand. Et donc, l'accroissement de hauteur du pic, c'est cette rétroaction. Et alors, il est très intéressant de voir ce qui se passe lorsqu'on effectue la mesure de ce pic, lorsque je mesure la hauteur de ce pic, donc je mesure la densité spectrale au maximum de ce pic, et là, je regarde ce qui va se passer en fonction du nombre de photons dans la cavité. Alors, ce n bar ici, maintenant, signifie le nombre de photons résidents circulant dans la cavité. Donc, il est proportionnel au flux de photons qu'on envoie pour la mesure. Et ce qui est absolument remarquable, c'est que lorsqu'on augmente le nombre de photons dans la cavité, donc dans l'oscillateur électromagnétique qui permet de mesurer l'oscillateur mécanique, eh bien, comme je l'avais annoncé, l'imprécision diminue parce que les fluctuations relatives sont de plus en plus petites. Donc, en fait, l'imprécision diminue, donc ce fond diminue, mais à un moment donné, eh bien, on ne peut pas vraiment descendre en dessous du niveau du mouvement de point zéro de l'oscillateur mécanique parce que cet effet de rétroaction prend le dessus au fur et à mesure où notre imprécision va diminuer et va devenir comparable à les fluctuations de point zéro, eh bien, on aura exactement atteint le moment où on commence à chauffer l'oscillateur avec la mesure. Et donc, si on augmente encore ce nombre de photons, eh bien, cette densité spectrale augmente. Maintenant, mais ça, c'est dû à la rétroaction. Et en fait, c'est intéressant de voir que sur cette échelle, ces deux asymptotes ici se croisent exactement à l'amplitude correspondant au mouvement de point zéro du résonateur. Disons que cette mesure continue ici ne peut jamais atteindre exactement la mesure des fluctuations de point zéro du résonateur. Elles seront toujours convoluées par une gaussienne qui a exactement la même largeur que ces fluctuations de point zéro. Cette convolution minimum, c'est ce qu'on appelle finalement la standard quantum limit. Ça va résulter d'un compromis, le meilleur compromis possible entre l'imprécision de la mesure et le bruit en retour. Et il se trouve, et ça on verra ça dans les leçons qui viennent, eh bien, c'est que ce compromis, ce chauffage de l'oscillateur, il va mettre en quelque sorte dans l'oscillateur l'équivalent d'un demi-photon de bruit. C'est-à-dire que, disons, si on additionne le demi-photon des fluctuations de point zéro et les fluctuations finalement un peu de type thermique ajoutées par la mesure, eh bien, on a une énergie qui est égale à un seul photon. Voilà, j'ai terminé cette leçon. Je vous laisse juste sur ce transparent qui vous explique un petit peu pourquoi dans ce domaine on parle d'imprécision et non pas de résolution. L'imprécision dans cette mesure de la position du résonateur mécanique est due au caractère aléatoire du comptage de photons. On cherche à mesurer une position d'un oscillateur et on compte des photons. On sent que ça marche pas vraiment. C'est exactement la même chose qui se passe dans le fond lorsqu'on essaye de mesurer si une pièce de monnaie
Et biaisé ou pas, hein, le biais ne peut se mesurer, statistiquement se mesure en effectuant des essais, et on est obligé de répéter un grand nombre d'essais pour augmenter la précision. C'est assez différent, par exemple, d'une mesure spectroscopique où, par exemple, vous avez une fente, vous sélectionnez dans une lumière diffusée une certaine bande, et là, il n'y a pas a priori de caractère aléatoire dans la résolution. Et c'est là où on parle plutôt de résolution plutôt que d'imprécision. Alors, on verra dans les leçons prochaines qu'il est possible, si vous voulez savoir si le résonateur mécanique est dans l'état fondamental ou non, si vous voulez répondre à cette question, il est absolument possible de le faire sans aucune imprécision. C'est comme ça, finalement, que l'on peut voir le refroidissement jusqu'à essentiellement l'état fondamental de ces résonateurs. C'est que si vous vous posez la question de savoir est-ce que le résonateur est dans l'état fondamental ou non, eh bien, il y a une mesure qui permet de répondre à cette question sans imprécision. Voilà, je m'excuse pour avoir été un peu long cette fois, et je vous remercie pour votre attention.